Jacques Maire, à Dombasle en Lorraine, il était considéré comme un petit caïd. Pendant 24 ans, il a été soupçonné d'avoir enlevé et tué 3 femmes. Pendant 12 ans, faute de preuves, il est passé entre les mailles de la justice. Et au bout de 12 ans, les policiers ont déployé une énergie considérable pour le faire tomber. Et ils ont gagné. Par 2 fois, Jacques Maire a été condamné par une cour d'assises. Seulement voilà, la greffière n'ayant pas signé 32 pages du PV d'audience, sa condamnation a été cassée. Alors 24 ans après, il faut tout recommencer à zéro. Il faudra refaire un procès, réentendre des témoins clés qui ont la mémoire qui flanche et des policiers qui se mélangent les pinceaux dans un dossier très volumineux. Et en attendant, Jacques Maire, 24 ans après, est toujours innocent. Jacques Maire, vous nous le redites aujourd'hui? Oui. Vous n'avez pas tué Nelly Aderer? Ah, je suis affirmatif. Vous n'avez pas enlevé Sandrine Ferry? Non. Et ni Odile Busset? Non, pas du tout. Je suis innocent. Je n'ai rien à voir dans ces affaires. Non, rien du tout. Nous sommes en Lorraine, à une quinzaine de kilomètres de Nancy. Campagne paisible. Ici, autrefois, il y avait une gigantesque décharge à ciel ouvert. Le 31 janvier 87, dans cette décharge, on trouve, appuyé contre une vieille cuisinière, une jambe sectionnée. Et un peu plus loin, un corps mutilé. Il s'agissait d'une jeune femme. Il manquait les mains, le visage avait été lacéré, il manquait le nez, les lèvres, une oreille. C'était vraiment c'était horrible. Le cadavre est entièrement nu et décapité. Les blessures rendent le corps méconnaissable. Comment expliquer un tel déchaînement de violence? Dans le bric-à-brac de la décharge, les policiers cherchent des indices. Ils trouvent une bottine de cuir lacérée, un slip, un collant et un jean découpé avec des taches de sang. C'est ainsi donc qu'on finit par découvrir à une trentaine de mètres, encore un peu plus sur la gauche, un couteau de cuisine taché de sang. Ce couteau de 30 cm a sans doute servi à découper le corps, ce qui ouvre une première piste aux policiers. On pouvait plus particulièrement chercher parmi les bouchers, parmi les chasseurs, voire les braconniers, étant donné que ces gens-là ont plus l'habitude peut-être de découper de la viande. L'autopsie révèle que la jeune femme n'a pas été violée. Elle a été tuée par balle. Avec un revolver 22 long rifle. Une balle dans le cœur, une balle dans la tête. Le coup de grâce, comme dans une exécution. La femme aux mains coupées fait les gros titres de la presse. Un crime rituel? Un règlement de compte? L'acte d'un fou? Il faut savoir qui est cette femme. Alors les policiers ratissent à nouveau la décharge. Et 2 jours après la découverte du corps, l'énigme est résolue. C'est dans ce ravin qu'on retrouve, lors du ratissage systématique, le manteau de cuir de la victime, ainsi qu'une bottine. Ce manteau est taché de sang, et dans une poche, les policiers trouvent un carnet de chèques au nom de Nelly Aderer. Ce manteau nous permet donc d'identifier la victime en la personne de Nelly Aderer. D'autant plus que, dans le même temps, son concubin se présente à la gendarmerie de Baccarat, proche de son domicile, pour donc signaler la disparition depuis le vendredi soir de sa compagne. Nelly Aderer, une jolie brune de 22 ans, maman d'un bébé de 9 mois et d'une petite fille de 3 ans. La veille de sa mort, elle s'était fâchée avec son compagnon et elle avait claqué la porte de la maison. Michel Miclot, à l'époque, vous êtes le compagnon de Nelly Aderer. Vous allez voir les policiers pour leur signaler la disparition de Nelly 2 jours après. Pourquoi avoir attendu 2 jours? Le vendredi, vers 18h, 18h10, on s'est disputé. Moi, je me suis occupé des enfants. On avait 2 petites filles. Jessica, elle avait 3 ans. Mélanie, 9 mois.
Nelly est partie, elle a pris son manteau, elle est partie dehors. Je pensais qu'elle allait revenir peu de temps après. Donc au fond, ça ne vous a vraiment inquiété qu'au bout de 2 jours, quoi. Ben, Puisque vous étiez disputé, vous admettez qu'elle pouvait être partie une journée, 24 heures. moi, je pensais jamais à ça. Vous savez, le dimanche, je suis allé chez ses parents. Ils m'ont dit, oh, c'est bon, elle reviendra. Elle allait pas bien ces derniers temps, Nelly? Si, elle allait bien, mais sauf le dernier jour, là, elle était fatiguée, elle était énervée. Quand je suis rentré, tout de suite, elle s'est emballée, on s'est fâchés. Mais il n'y avait rien qui était un signe avant-coureur de problème qu'elle pouvait avoir avec quelqu'un? Non, non. L'enquête commence naturellement à Bertrichamp, au domicile de Nelly Aderer et de son compagnon Michel Miclot. Il est le dernier à avoir vu Nelly vivante. Et d'emblée, il est le suspect numéro 1. La séparation est brutale puisqu'il lui donne une paire de gifles, la jeune femme quitte le domicile et nous on arrive après en disant bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est tout à fait normal qu'il soit suspecté. La maison du couple est minutieusement fouillée pendant des heures. On saisit du matériel de chasse et des chiffons tachés de sang. Michel Miclot est placé en garde à vue à la PJ de Nancy. Toute la nuit, les policiers se relaient pour l'interroger et pour le faire craquer. Les choses se précisent pour vous, j'ai envie de dire, contre vous, Michel Miclot, lorsque vous êtes placé en garde à vue. Pendant la garde à vue, vous sentez que clairement les soupçons se portent sur vous? J'étais le concubin. Je me fâche avec elle, c'est normal. Ils me l'ont dit. C'est normal qu'on vous teste, qu'on voie comment que c'est. Il y avait 18 pistes au départ. Bon, 18 pistes, ils partent toutes les orientations et puis ils éliminent au fur et à mesure. C'est normal, moi je m'étais fâché avec elle. C'est normal, ils vérifient tout. Est-ce que vous sentez qu'ils veulent des aveux de votre part, qu'ils auraient aimé vous faire craquer? Ah bah c'était sûr ça. J'ai passé une nuit d'enfer, mais bon bah c'est comme ça, c'est leur métier. D'enfer, c'est-à-dire? Bah, vous savez, quand... moi, j'ai vu les photos de Nelly Aderer découpées. Ils vous les ont présentées? Bon, mais le soir-là, j'ai vu le couteau avec du poil ou des cheveux de Nelly Aderer, avec du sang après. On me mettait ça sous les yeux. Pour vous faire craquer? Pour me faire craquer. Il y a eu combien? 6-7 inspecteurs qui sont reliés pour me faire craquer jusqu'au bout. Ça a duré combien de temps, l'interrogatoire? Bah, pour ainsi dire, presque toute la nuit. Ça faisait déjà 2 jours que je ne dormais pas avant, puisqu'elle n'était pas là. Les policiers s'intéressent à l'emploi du temps de Michel Miclot la nuit du crime. Le compagnon de Nelly Aderer dit qu'il n'a pas bougé de la maison. Il garde les enfants du couple. Après le départ de sa concubine, il les fait manger, puis il se couche. À 3 heures du matin, vers 3 heures du matin, il reçoit un appel téléphonique. C'est lui chez lui, c'est lui qui répond. Et manifestement, d'après son interlocuteur, il a été endormi, il a été pris en plein sommeil. L'homme qui réveille Michel à 3 heures du matin, c'est Fabien Aderer, le frère de Nelly. Il habite à 50 km de là, à Dombasle. Et s'il téléphone au milieu de la nuit, c'est qu'en rentrant chez lui vers 3 heures du matin, il a trouvé un mot de sa sœur. « Appelle-moi, c'est urgent ». Ce qui veut dire que Nelly est passée par Dombasle avant d'être tuée. À l'issue de la garde à vue, les policiers sont convaincus que Michel Miclot n'a pas bougé de chez lui cette nuit-là. D'ailleurs, le sang sur les chiffons, c'est du sang animal. Après une semaine d'enquête, les policiers viennent de mettre Michel Miclot hors de cause. Mais le problème, c'est que pendant ces 7 premiers jours essentiels, ils n'ont pas exploré d'autres pistes. Et là, ils se retrouvent sans suspect, sans mobile, sans rien. Ils doivent tout reprendre à zéro et reconstituer, par exemple, l'emploi du temps de Nelly Aderer dans les heures qui ont précédé sa disparition. Ils veulent reconstituer son emploi du temps, minute par minute. À partir du moment où, à 19h, la jeune femme a claqué la porte et quitté à pied son domicile de Bertrichamp. À pied parce qu'elle n'a pas de permis de conduire. Elle avait l'habitude de faire du stop. D'ailleurs, c'est sûrement en stop qu'elle est allée jusqu'à Dombasle chez son frère. Donc les recherches s'orientent sur la rue privée à Dombasle, domicile de Fabien Aderer.
Et on s'aperçoit donc, d'après les divers témoignages des habitants de l'immeuble en question, qu'elle est arrivée vers 20h à peu près. Son frère habite cet immeuble, dans une rue qui s'appelle rue Privée. Nelly est montée à son appartement, mais elle a trouvé porte close. Du coup, elle a fait des allers-retours dans l'escalier, ce qui a fini par attirer l'attention des voisins. Il raconte qu'elle paraissait très contrariée de ne pas trouver son frère. Mais personne n'a pu dire où il était. Vers 22h à peu près, elle quitte les lieux. Elle est allée, on retrouve sa trace dans une brasserie distante d'environ 300 mètres du domicile de Fabien Aderer. Au bar de France, la patronne se souvient d'une jeune femme brune, seule, qui a bu 2 cafés et qui est repartie vers la rue Privée. Son frère n'est toujours pas rentré, donc elle continue son attente en montant et descendant dans la cage d'escalier. Finalement, Nelly renonce à attendre son frère plus longtemps. Elle lui laisse un petit mot et prévient une voisine de son départ. Il est minuit quand elle sort de l'immeuble et part dans la nuit. Personne ne la reverra vivante. Les policiers sont persuadés que l'assassin est quelqu'un du coin. Il faut bien connaître la région pour aller de nuit sur la décharge. Ils établissent le profil du tueur. C'est quelqu'un d'extrêmement violent. C'est quelqu'un qui utilise le couteau. C'est quelqu'un qui a un 22 long rifle. C'est le meurtre fortuit, la rencontre fortuite, puis qui tourne mal. Il ne s'agit absolument pas d'un règlement de compte ou quoi que ce soit. Dombasle est une petite ville ouvrière qui vit au rythme de la grande usine Solvay, implantée le long du canal. Les distractions sont rares. L'animation, on la trouve dans les bars, nombreux et plus ou moins bien fréquentés. Il y avait à l'époque-là 1 ou 2 bars qui étaient réputés comme avoir une petite faune locale, mais qui étaient bien répertoriés même par la police. La police les connaissait, les surveillait, et bon, donc ils sont allés enquêter dans ces cafés, effectivement. Tous les petits délinquants et les noctambules sont interrogés sur leur emploi du temps, la nuit du crime. Les policiers questionnent aussi les bouchers, les chasseurs, les braconniers. Ils surveillent le soir la route entre Dombasle et Bertrichamp pour retrouver celui ou celle qui aurait pu prendre Nelly en stop. Mais la vérité, c'est que les riverains de la rue Privée les ont mis sur une nouvelle piste. Les voisins ont remarqué la présence d'une voiture GS stationnée dans la rue, voiture qui n'était pas là habituellement. Sylviane Barbelin habite dans le même immeuble que le frère de Nelly. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle vers 21h et elle a remarqué une GS blanche garée juste devant l'immeuble. Elle dit aux policiers que la plaque d'immatriculation contenait un 88. Et justement, un habitant de Dombasle possède une GS immatriculée 2788. Il habite la rue d'à côté. C'est un habitué des bars. Il s'appelle Jacques Maire. Jacques Maire, enfin une piste. Il a une Citroën GS dont le numéro se termine par 88. Il a sa petite notoriété dans le petit milieu de Dombasle. Il est bringueur, buveur, il a de mauvaises fréquentations. Il a été condamné pour de petits délits et il est connu pour être violent. Sauf qu'il a un alibi. À l'heure du crime, il était avec sa femme. Sa femme confirme. Les policiers prennent son témoignage pour argent comptant et passent à côté d'une sacrée piste. Et pour longtemps. Les semaines, les mois passent, sans nouvel élément. Pas d'indice, aucun nouveau témoignage. Alors ils font expertiser tous les pistolets 22 long rifles saisis dans la ville. Aucun n'est l'arme du crime. L'enquête est au point mort. Les proches de la victime s'impatientent. Mais le juge d'instruction veut rassurer la mère de Nelly. Alors il m'avait certifié qu'il n'abandonnerait pas l'affaire parce qu'il avait 2 petites filles aussi. Alors il savait ce que c'était, j'abandonnerai pas, je le trouverai, c'est ce qu'il nous a dit. Puis ça s'est arrêté là, quoi. L'avocat de Michel Miclot croit encore que l'enquête peut aboutir. Il a de plus en plus de mal à en persuader son client.
Chaque fois qu'il vient boire, moi je lui dis il faut faire confiance à l'enquête. C'est pas possible qu'un crime aussi horrible ne soit pas puni. Il y aura bien des indices qui vont être trouvés. Et puis les mois passent et il s'aperçoit que la justice n'est pas crédible, que ce que je lui dis ça ne tient pas. La vérité, c'est que les policiers ne savent plus dans quelle direction chercher. Ils espèrent juste qu'un témoin relancera l'enquête. On pensait bien que quelqu'un avait vu quelque chose, mais avait une peur panique de témoigner, de peur de représailles. Mais finalement, en 94, 7 ans après le meurtre, le juge se résout à refermer le dossier d'instruction sur un non-lieu. Un constat d'échec. Michel Miclot, l'instruction concernant l'assassinat de votre amie Nelly Aderer a duré 7 ans pour se terminer par un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire on n'a pas trouvé de coupable, il n'y en aura pas, quoi. Comment est-ce que vous vivez ça? Comment vous dire? On est des petits ouvriers, on connaît pas les lois, on connaît rien, on nous explique rien. Ça s'arrête là. Ça vous met quoi, dans la colère, dans la déprime, dans... Bah oui, oui. Bon, puis moi, ce qu'il fallait déjà, j'avais une maison sur le dos, je me retrouvais tout seul avec 2 enfants, en bas âge, puisque Mélanie, avec 9 mois, au coup de l'assassinat, fallait s'occuper c'était beaucoup les enfants qui comptaient. Vous avez adopté la fille de Nelly, qui n'était pas votre fille, qui l'est devenue. Oui. Vous avez assuré quand même, hein? J'ai assuré, disons que le jour de l'enterrement, mon père m'a dit « T'as su coucher avec elle, or maintenant t'assumes ». Ça m'a redonné un coup de fouet, et ben, c'est ce qu'on a fait, quoi. Mais mes parents étaient toujours là derrière quand même, hein. Donc, en 1994, l'enquête est close, abandonnée. On ne peut pas vraiment le reprocher au juge d'instruction, puisque les policiers tournent en rond dans cette affaire, et quand on n'a rien trouvé au bout de 7 ans, il n'y a en général plus d'espoir. C'est à ce moment-là que ressurgit une autre affaire encore plus ancienne. Une famille de la région de Dombasle, dont la fille Sandrine a disparu 9 ans plus tôt, décide d'engager une avocate pour essayer de relancer l'enquête. Car dans l'affaire de la disparition de Sandrine Ferry, en 1985, rien n'a jamais vraiment été fait. Ce qui est quand même surprenant, car Sandrine avait 16 ans. Le 21 juillet 85, Sandrine Ferry passe la soirée au Madison, une discothèque de Dombasle. Elle s'en va vers 1h30 du matin. Elle rentre chez elle à pied et sur le chemin, elle rencontre un bon copain, Mohamed Toukali. Il est le dernier à l'avoir vue. Je l'ai aperçue quand j'étais au virage et puis elle traversait le pont et on s'est rencontrés là, exactement là à peu près. Et donc on fume une cigarette et puis le temps de fumer, ben, je la raccompagne et puis on parle de choses et d'autres, que demain... Il fallait qu'elle rentre puisqu'elle avait faim et puis qu'elle prépare ses affaires pour le lendemain et qu'on se verrait dans la semaine parce qu'elle allait chez sa mère. Mohamed fait un bout de chemin avec Sandrine, mais il est tard, il est fatigué. La jeune fille le rassure, elle peut rentrer seule, elle a l'habitude. Il y avait une passerelle à l'époque que je l'ai raccompagnée et puis je me rappelle, je me suis arrêté devant et puis elle a continué son chemin. Et donc je me suis arrêté là, puis elle partait, et moi j'ai fait demi-tour et je suis reparti vers Dombasle et puis elle Saint-Nicolas. Sandrine Ferry doit encore faire 3 km à pied pour arriver chez elle à Saint-Nicolas-de-Port. Elle doit longer le canal et l'usine Solvay. En pleine nuit, il y a très peu de circulation. L'endroit est désert et sinistre. La jeune fille n'arrivera jamais. Au petit matin, son sac à main est découvert abandonné sur la berge d'une rivière, derrière l'usine Solvay. La police prévient sa mère. Je vais au commissariat, parce que n'y croyant pas, parce qu'eux, ils me disent, c'est une fugue. Mais comme moi, j'y crois pas, donc je vais déjà au commissariat, je vais voir si c'est son sac. C'était son sac avec ses affaires.
Il y avait sa pilule dedans, il y avait son maquillage, il y avait son livret de caisse d'épargne, donc elle pouvait retirer de l'argent. Donc tout ça, on jette pas tout ça. Donc moi, je me suis inquiétée et je me suis dit, bon, elle s'est fait enlever, c'est pas possible. La mère est inquiète, mais pas les policiers. Sandrine a 16 ans, elle a dû fuguer. Pourquoi ouvrir une enquête? Elle rentrera bien toute seule, vous verrez. Alors les policiers vont se contenter d'une simple mesure administrative, l'inscription de Sandrine au fichier des recherches dans l'intérêt des familles. Les policiers, non, eux, ils attendent tranquillement. Pour eux, c'est une fugue, donc il faut rien, ils attendent. Hein. Ils attendent. Hein. Et quand moi je téléphone pour avoir des nouvelles, pour savoir s'ils ont eu des nouvelles et tout, non, quand on aura quelque chose, on vous appellera. La police ne fait aucune recherche sur le terrain. Mohamed Toukaline n'est même pas interrogé. Moi, au début, les premières semaines, on va dire, les premiers jours, donc je me suis dit, ils font leur enquête et puis ils vont venir me demander. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, je comprenais pas ce qui... J'avais aucune idée de ce qui se passait, est-ce qu'il y avait une enquête, est-ce qu'il n'y avait pas d'enquête. L'enquête, la seule enquête, est menée par la propre mère de Sandrine. Elle fait publier des avis de recherche dans la presse locale. Elle rencontre les amis de Sandrine. Elle recherche des témoins à Dombasle. Et comme à l'époque, on parle beaucoup de traite des blanches, eh bien elle va jusqu'à plonger dans les milieux de la prostitution. Avec mon mari, puis un ami, on va sur Metz. Alors moi j'attends dans la voiture, eux ils font toutes les rues des prostituées et puis ils demandent s'il n'y a pas une petite nouvelle qui est arrivée et ça n'a rien donné, il n'y en avait pas. Les mois passent, aucune trace, aucune nouvelle de Sandrine Ferry. Et les policiers de Dombasle ne s'intéressent toujours pas à cette affaire. Une fois, j'ai eu affaire à un, il m'a dit oui, encore l'affaire Ferry, on commence à en avoir marre. Vous n'allez pas nous faire chier, toujours à nous téléphoner. Donc, je pense que ça aurait été la fille de quelqu'un d'important. Là, ils auraient fait beaucoup plus de choses qu'ils n'en ont fait pour ma fille. La mère de Sandrine ne renoncera jamais. 9 ans après la disparition de sa fille, elle va donc voir une avocate, Maître Bloch, pour obtenir enfin l'ouverture d'une enquête. Et pour la première fois, elle trouve enfin quelqu'un qui l'écoute. Je peux déposer plainte pour enlèvement et séquestration. Donc sur le plan strictement juridique, je trouve la parade. Mais malheureusement, sur le plan policier, je ne peux pas refaire l'enquête. Mais j'espère, je me dis, bon, de toute manière, il faut faire quelque chose pour cette femme. Il faut qu'on lui donne des réponses, même des réponses désarmantes de légèreté, mais qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Dominique, comment se fait-il que pendant 9 ans, on n'ait pas enquêté sur la disparition d'une adolescente de 16 ans? Sandrine disparaît, elle a 16 ans, ça veut dire qu'elle est mineure. Ses parents font la démarche que vont faire des parents dans ce cas-là. Ils vont se rendre au commissariat de police, signaler la disparition de leur fille. Ils ont des raisons d'être inquiets. On a retrouvé son sac à main au bord d'une rivière, avec à l'intérieur son porte-monnaie avec son argent, ses papiers d'identité et sa carte de crédit. Ça ressemble pas à une fugue. En toute logique, quand on fugue, on part avec ses papiers et son argent. Alors, qu'est-ce que vont faire les policiers? La sûreté urbaine de Dombasle va faire une simple démarche administrative. On va inscrire Sandrine dans un fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées dans l'intérêt des familles, c'est-à-dire rien. Donc les policiers sont vraiment dans l'hypothèse d'une fugue, ils ne veulent rien entendre d'autre que cette hypothèse-là. Ça va même être pire, puisqu'il s'agit d'une fugue selon les policiers. On va laisser le temps passer. Et un jour, Sandrine, 2 ans plus tard, elle a 18 ans. Donc son nom, il va être rayé automatiquement de ce fameux fichier des personnes recherchées dans l'intérêt des familles. C'est comme si on la faisait disparaître une seconde fois. Et le pire, c'est que 2 ans avant la disparition de Sandrine, il y avait eu une autre disparition inquiétante, à laquelle ne s'était pas vraiment non plus intéressée la police et la justice. Odile Busset. Elle avait 20 ans, un petit garçon de 18 mois. Elle a disparu un soir de l'hiver 1983, c'est-à-dire 2 ans avant Sandrine et 4 ans avant Nelly, dans la même région, celle de Dombasle.
Ce qui est étonnant, c'est que les parents d'Odile vont avoir le même réflexe que ceux de Sandrine. À la même époque, ils vont aller voir la même avocate, Annelise Bloch, pour tenter, 11 ans après, de relancer une enquête qui n'avait en fait jamais commencé. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas la même histoire qui se reproduit. Mais je me dis en même temps, oui, mais il y a déjà un précédent. C'est peut-être possible. Le soir du 15 mars 83, Odile est venue, ici, amener son fils de 18 mois à sa mère. Elle projetait de passer la nuit en boîte. Alors elle lui a demandé de garder le bébé pour la nuit. Elle le faisait régulièrement quand elle sortait le soir et elle venait le rechercher le lendemain matin. Et là, la grosse surprise pour ma mère, c'est qu'elle n'est pas revenue le chercher le lendemain matin. Elle lui a pas laissé plus de vêtements ou d'affaires que si elle l'a laissé que pour une nuit, quoi. Donc ça a été assez... là, c'est là que ma mère a commencé à s'inquiéter, quoi. La mère se rend au commissariat de Dombasle pour signaler la disparition de sa fille. Mais les policiers ne voient rien d'inquiétant dans cette disparition. C'est une fugue. Non, elle n'avait pas le genre de fuguer, ma sœur, non. Oh non. Surtout qu'elle avait un fils, puis elle aimait bien son fils. Moi, je suis persuadé qu'elle n'aurait pas abandonné son fils comme ça. Donc si elle revient pas, c'est que je pense qu'il lui est arrivé malheur, quoi. Il lui est arrivé quelque chose. Comme la mère de Sandrine Ferry, Madame Busset a tenté en vain d'attirer l'attention des policiers. Une fois, je l'ai vue, elle était en larmes. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Et elle était allée à la police. Et à la police, on lui a répondu un truc du genre, c'est pas la première pute qui disparaît. Le dossier d'enquête sur la disparition d'Odile Busset, 8 pages. 8 pages seulement, 2 auditions. Le strict minimum, alors que dès le départ, la famille avait désigné un suspect. Madame Busset donne des éléments de piste d'enquête qui n'ont jamais été exploités. Madame Busset avait parlé à l'époque d'une voiture orange ou rouge stationnée près de chez eux le soir de la disparition d'Odile. C'est quand même très particulier, je veux dire. Même en 1983, il n'y avait pas, on est à Saint-Nicolas-de-Port, il n'y avait pas 10 voitures orange ou rouge dans l'environnement des Busset, conduites par un copain du compagnon d'Odile. Le copain en question, les policiers n'ont jamais cherché à l'identifier. En 85, Madame Busset avait écrit au procureur de la République pour l'alerter lui aussi. Pour rien. Alors qu'au même moment, Sandrine Ferry venait de se volatiliser dans le même secteur. Et je me dis, mais vraiment, il y a un problème énorme. Si maintenant en France, il y a des jeunes filles qui peuvent disparaître de milieux modestes, parce que je pense que c'est pas neutre dans ce dossier, et que tout le monde s'en moque. En 1995 donc, le sort de ces 2 jeunes femmes sort enfin de l'oubli. Car au palais de justice, l'avocate Annelise Bloch a trouvé un allié. Le procureur général accepte la plainte et signale l'affaire à la chancellerie. Il y a un espoir de savoir ce qui s'est passé. Enfin, en ce qui nous concerne. En ce qui concerne ma mère, certainement de la retrouver. Mais nous, de savoir. Grâce à l'intervention de l'avocate Annelise Bloch, la justice va enfin daigner s'intéresser aux disparitions des 2 jeunes filles. 12 ans après la disparition d'Odile et 10 ans après celle de Sandrine, 2 informations judiciaires sont ouvertes qui sont confiées à 2 juges d'instruction différents. Mais dans les 2 cas, c'est la police judiciaire de Nancy qui est saisie. On note au passage que pour l'instant, les juges ne font pas du tout le lien avec le meurtre de Nelly Aderer, dont le dossier vient d'être classé sans suite 1 an plus tôt. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, la PJ enquête sur 2 disparitions anciennes et elle va travailler dans des conditions évidemment difficiles, tant d'années après. L'inconvénient, c'est que les témoins se font rares 10 ans après. Si vous faites une enquête de voisinage 10 ans après que vous trouvez des témoins, ça paraît risible, quoi. On n'y croit pas trop, quoi. D'abord, les policiers se demandent si les 2 jeunes femmes ne sont pas vivantes, quelque part. Ils commencent par Sandrine Ferry. La civile, les dossiers de l'assurance maladie, les comptes bancaires, pas de signe de vie. Le compte a toujours été toujours pareil, même au bout de 8 ans. Il n'a jamais été, touché. Un temps, les policiers rêvent d'exploiter le sac à main de Sandrine retrouvé près du canal, d'y rechercher des empreintes.
Mais il a été 100 fois manipulé par les policiers de Dombasle, et d'ailleurs il a été rendu à la mer. Alors le juge d'instruction décide de faire fouiller les friches industrielles autour de l'usine Solvay. 6 hectares de terrain vague sont ratissés. On est effectivement à la recherche d'un corps, ce qui permettrait d'aller plus loin rapidement. Bon, imaginons que ce soit une mort accidentelle, on s'en rendrait compte. Si ça ne l'était pas, on pourrait aussi peut-être faire parler les indices qu'on retrouverait. On creuse avec vraiment des moyens techniques importants. Ça dure, je crois, 2 jours, me semble-t-il. Et en fait, on ne trouve rien. Rien sur le terrain. Et aucun nouveau témoignage. Les policiers désespèrent de retrouver la trace de Sandrine Ferry. Et elle l'est vue avec personne, quoi. En dehors de Mohamed Tougali qui la raccompagne et qui a un petit bout de chemin et puis qui revient, c'est tout ce qu'on a sur ce dossier. Et pourtant, je peux vous garantir qu'on a énormément travaillé, mais bon, il faut bien se rendre à l'évidence à un moment donné, ça marche pas tous les coups, quoi. Pour ce qui est d'Odile Busset, l'enquête n'a pas débuté, car c'est un autre juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire. Jusqu'à l'arrivée en 96 à Nancy d'un nouveau juge d'instruction, Thierry Vouaud. À peine arrivé, il reçoit la visite de Maître Bloch. Je me dis, le temps court contre nous. Et il faut que quelqu'un vraiment, un jour, s'intéresse à ces 2 jeunes femmes qui ont disparu. Il faut que ça aille vite. Donc effectivement, je ne lui laisse pas le temps véritablement de s'installer et je vais le voir pour le sensibiliser sur ces dossiers. Thierry Vouaud, vous êtes juge d'instruction, vous venez d'arriver à Nancy et vous rencontrez Maître Bloch qui va vous parler donc des dossiers Busset et Ferry sur lesquels rien n'a été fait depuis 10 ans. Quelle est votre réaction de magistrat instructeur à ce moment-là? Je trouve qu'il est intolérable, donc aucune réponse soit donnée aux familles après si longtemps. Ça, c'est ma réaction à titre personnel. Comme juge d'instruction, je n'en ai pas vraiment. J'entends ce qu'elle me dit, je n'en tire pas de conséquences à ce stade, puisque moi je viens d'arriver, je crois même que c'est le jour de mon installation officielle qu'elle vient m'en parler. D'après vous, quand vous prenez le dossier, ces 2 filles sont vivantes ou elles sont mortes? Incontestablement, elles sont mortes. C'était flagrant pour Sandrine Ferry tout de suite, ça l'était moins pour Odile Busset, je parle des tout premiers jours. Je veux dire qu'Odile Busset a pu partir en week-end, a pu partir avec un ami de passage. Elle est majeure, elle n'a pas de compte à rendre. On pouvait l'imaginer. Au moment où j'interviens 13 ans plus tard, et c'est une évidence, pour moi c'est une évidence. Est-ce que vous faites un peu ou pas du tout le lien à l'époque avec la mort de Nelly Aderer? Absolument pas, puisque Nelly Aderer, j'en ignore même l'existence de ce dossier quand j'arrive, en 96, puisqu'il fait l'objet d'un non-lieu depuis plusieurs années. En revanche, dans le dossier Busset, il apparaît qu'un rapprochement a existé dans le dossier Aderer par le biais d'une lettre anonyme. Dans cette affaire, décidément, le scandale judiciaire n'est jamais loin. En ouvrant les maigres dossiers d'enquête de l'époque, les policiers tombent sur une lettre anonyme envoyée à la police judiciaire en 1989. Cette lettre, la voilà, elle est écrite au normographe, une sorte de pochoir. Au sujet de l'affaire Nelly, monsieur Jacques Imer est coupable. Ce soir-là, il a été vu en sa compagnie et la fille Busset. Pose-lui la question, quand il est ivre, il parle beaucoup. Cette lettre, donc, faisait le lien, dès 1989, entre la disparition d'Odile, le meurtre de Nelly, et surtout, elle désignait un suspect. Flashback, on est en 89. Jacques Imer est dénoncé noir sur blanc par l'auteur de cette lettre. Il aurait été vu en compagnie de Nelly Aderer le soir du meurtre. Et le plus surprenant, c'est qu'il apparaît aussi impliqué pour la fille Busset. Le commandant de police André Massel avait enquêté en 89 sur cette dénonciation anonyme. Il n'avait pas retrouvé l'auteur de la lettre, mais il avait recueilli des témoignages intéressants sur la disparition d'Odile Busset. Donc moi, je suis allé voir Madame Busset
Et j'ai eu la grosse surprise qu'elle me dise, mais c'est Jackie Maire qui a pris ma fille. Ben, je dis, comment ça, vous savez que c'est Jackie Maire qui a pris votre fille? Elle dit, oui, c'est Jackie qui a pris... j'ai un témoin qui m'a dit que c'était Jackie Maire. Le témoin, une certaine Akima, une copine d'Odile Busset. Le policier l'avait interrogée. C'est elle qui a vu une voiture orange ou rouge devant la maison des Busset le soir de la disparition d'Odile. La voiture est passée, au lieu de s'arrêter devant le garage, elle est allée un peu se cacher derrière la maison. Et à partir de ce moment-là, bon, la fille est descendue, la fille Busset, Odile Busset est descendue, elle est allée donner son enfant. Et Akima, qui était là, est allée demander donc au chauffeur de lui allumer une cigarette. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a vu Jacques Maire. Elle lui a dit, ah, c'est toi, Jackie. C'est ce qu'elle me dit. Et à l'époque, Akima avait donné le nom du conducteur aux sœurs d'Odile. Parce que moi, le lendemain, quand j'étais travailler, quand je travaillais de 6h jusqu'à 8h, je travaillais dans un dispensaire, je l'ai rencontrée en route. Puis c'est là qu'elle m'a dit, oui, c'est vrai que j'ai vu Jackie Maire, elle est venue chercher Odile. Et c'est vrai. Et à l'époque, Jacques Maire possédait une Ford Orange. Akima était donc crédible. Je lui ai posé la question de savoir si c'était des bêtises ou pas. Elle m'a dit non, je n'ai pas, c'est pas des bêtises. D'ailleurs, vous pouvez l'appeler Jacques Maire, je peux être confronté à lui. Et le policier avait organisé une confrontation entre Jacques Maire et Akima. Elle avait répété qu'elle l'avait vu, lui avait rétorqué que c'était faux. Point. On en était resté là. Donc il a nié les faits. Mais elle ne s'est pas démontée devant lui. Elle te dit, mais si, Jackie, tu sais bien que c'est toi, je t'ai vu, tu m'as allumé une cigarette. Et Jacques Maire a dit non, c'est pas moi, c'est tout, quoi. Et puis il a refusé d'aller plus loin. Elle est folle. Il m'a dit, c'est sa parole contre la mienne, quoi, qu'il m'a dit. Et puis il a refusé d'aller plus loin. Fin du flashback, retour à l'instruction du juge Wouhot. Il faut immédiatement retrouver Akima. Et coup de chance, 7 ans après, eh bien, elle n'a rien oublié. Et elle maintient son témoignage contre Jackie. Jacques Maire serait donc le dernier à avoir vu Odile Busset vivante. Les policiers apprennent que Jacques Maire tournait autour d'Odile Busset depuis quelque temps. Jacques Maire affirmait qu'il n'avait aucune vue sur Odile Busset. On a démontré avec les nouvelles investigations que c'était faux, qu'il voulait absolument coucher avec et qu'elle ne voulait pas. Et que la seule façon pour lui de coucher avec elle, c'était de se trouver seul avec elle. Et ce qui s'est passé le lendemain de la disparition d'Odile a de quoi intriguer. Jacques Maire est venu en personne voir la famille d'Odile pour dire qu'il n'avait rien à se reprocher, pour se justifier. Alors même qu'il n'y avait à ce moment-là aucune raison de s'inquiéter. Madame Busset est légitimement interloquée, pour ne pas dire davantage, quand Jacques Maire déboule le lendemain à son domicile comme une furie, un Jacques Maire qu'elle ne connaît absolument pas, si ce n'est pour en avoir entendu parler, et le connaître par son prénom, le Jackie, et une personne qui vient de manière un peu agressive lui dire « Mais non, c'était pas moi, j'étais pas avec elle », alors qu'il, à demeurant, ne lui a jamais rien demandé. Décidément, ce Jacques Maire a toutes les allures d'un suspect. Pourquoi diable s'évertuer à nier l'évidence? Il attendait bien Odile ce soir-là, puisqu'Akima l'a vu. Alors que ce témoignage vient le mettre en cause, Jacques Maire refuse d'admettre qu'il est venu au domicile de Busset. Après tout, il aurait très bien pu dire, bah oui, moi j'ai raccompagné Odile Busset chez elle, je suis venu la chercher, puis après, je l'ai déposée ailleurs, j'en sais rien, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est aussi en même temps surprenant. Au matin du 29 juin 97, les policiers débarquent chez Jacques Maire. Ils l'emmènent et le placent en garde à vue. Mais il refuse de s'expliquer. Finalement, 14 ans après la disparition d'Odile Busset, le juge Wouhot le met en examen pour enlèvement et séquestration. Monsieur Wouhot, lorsque vous mettez Jacques Maire en examen, vous avez plus que des soupçons?
Moi, si vous voulez, je ne peux pas, en tant que juge, me donner un avis personnel sur ce que serait notamment sa culpabilité, puisque c'est l'affaire de la juridiction de jugement. Mais une mise en examen, c'est sa définition, c'est la réunion, aux yeux du juge d'instruction, d'indices graves et concordants de culpabilité. Et lui en face, qu'est-ce qu'il dit? Dans le fauteuil en face de vous? Lui en face dit non. Il niera totalement et constamment les faits, tout au long de l'instruction. Vous allez ensuite convoquer le témoin principal contre Jacques Maire, qui est Akima. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre bureau? Alors, lorsque je convoque ce témoin, je n'ai pas le temps de la questionner, en fait. Cette déposition commence par les déclarations spontanées où, d'emblée, elle vient quand même, elle défère à la convocation, mais elle tient à me dire tout de suite qu'il ne faut surtout pas tenir compte de ce qu'elle a pu dire, puisqu'elle souffre de problèmes psychologiques, elle ment souvent, elle aime se rendre intéressante, elle a subi la pression du policier. Enfin bref, elle se rétracte totalement de son témoignage antérieur. Et ça a le parfum de la vérité ou de la manipulation? Alors c'est difficile que ça remette en cause ce qui a été dit avant, mais bon, c'est pas un témoin qu'on sort d'un chapeau en 1996 ou 17, 13 ans après. C'est un témoin qui vient confirmer des éléments recueillis à différents stades dans les années antérieures, et notamment de confidences qu'elle avait faites dès le soir même de la disparition d'Odile Busset, à ses sœurs notamment. Quoi qu'il en soit, vous avez perdu votre unique témoin à charge, avec le revirement d'Akima. Dans ces conditions, est-ce que Jacques Maire peut rester derrière les barreaux, non? Alors c'est ce que décidera la chambre de l'instruction. Elle va le relâcher? Elle va le relâcher. Jacques Maire a 44 ans quand il est arrêté pour la disparition d'Odile Busset. Il a l'air plus vieux que son âge, depuis un infarctus. Il vit avec sa femme, Chantal, dans un HLM de Dombasle. Il enchaîne les petits boulots dans le bâtiment et les périodes de chômage. Sa femme le décrit comme un homme sobre et calme. Alors, Jacques Maire, si vous voulez, c'est ça. Il a un domicile avec une brave femme, un domicile qui est bien tenu, dans lequel ne vient pratiquement jamais de voyous, ni d'objets volés. Donc une vie, une femme qui travaille, qui ramène de l'argent à la maison. Et puis à côté de ça, vous avez Jacques Maire qui sort toutes les nuits. Jacques Maire était une figure bien connue du petit monde des bistrots, à Dombasle. Il passait ses nuits à boire, à faire la bringue. Il avait mauvaise réputation. Il y a un consensus sur tous les gens qui l'ont approché parce qu'il traînait beaucoup dans les bars, les boîtes, etc. Donc beaucoup de gens le connaissaient. C'était le caïd et la terreur. Bon, c'est vrai qu'on savait qu'il jouait au caïd, qu'il fallait pas trop l'embêter, qu'il pouvait éventuellement... C'est quelqu'un quand même qui était connu, entre guillemets, comme irascible. Bon, il jouait les gros bras, mais on pensait jamais qu'il pourrait être impliqué dans des affaires aussi importantes. Maire avait été condamné pour de petits délits, vol, excès de vitesse, conduite sans assurance. Et pour ses bagarres dans les bars, jamais personne n'a porté plainte. Tout le monde dit que c'est vraiment un gars extrêmement violent, mais personne ne veut parler. J'ai toutefois obtenu deux témoignages. Le témoignage de M. Lecoq, qui un jour se trouvait au Calisté, et il y avait Jacques Maire avec une fille, et il y a un jeune qui rentre et qui dit à la fille « Donne-moi une pipe, une cigarette ». Jacques Maire a cru qu'il disait « Fais-moi une pipe ». Donc il s'est mis en colère, et comme il était sourd un peu, donc il s'est mis en colère. Il a tapé à coups de pied, à coups de poing sur le jeune, et M. Lecoq l'a ceinturé. Il lui a dit « Lâche-moi, j'ai eu une crise cardiaque il n'y a pas longtemps ». Donc il l'a lâché. Aussitôt, Jacques Maire a sorti un couteau, lui a transpercé la joue sur 7 cm et lui a extrait une dent. Monsieur Lecoq est sorti dans la rue, il a couru, et Jacques Maire a couru derrière pour le poignarder dans le dos. Donc Monsieur Lecoq était plus rapide, il est parti. Ce Monsieur Lecoq n'avait pas porté plainte, bien sûr, par peur de représailles. Le commandant Massel recueille une autre anecdote d'époque. Au cours d'une rixe dans un bar, Maire avait dégainé une arme. Et il tire dans le plafond, déjà, il tire vers le gars, la balle va ricocher dans le mur, traverse le plafond, traverse le lit qui était au-dessus où la dame de ce monsieur dormait. Autrement, elle prenait la balle plein dans le dos. Donc Jacques Maire était violent et impulsif. Mais ça ne suffit pas à l'accuser de meurtre.
On a toujours dit que Jacques Maire était quelqu'un de violent. Alors effectivement, Jacques Maire était quelqu'un de violent, son passé judiciaire le démontre. Simplement, est-ce qu'on fait de quelqu'un qui est bagarreur le raccourci pour arriver à quelqu'un qui tue des femmes en série, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Je ne vois pas véritablement d'explication. C'est quand même quelqu'un qui a tiré sur des gens. Donc quand vous tirez avec une arme, ou que vous plantez quelqu'un avec un couteau, vous prenez consciemment le risque de tuer. C'est évident. Donc pour moi, ça va dans la lignée de sa personnalité. Jacques Maire est-il un petit voyou ou un tueur de femmes? Une chose est sûre, c'est un séducteur. Il collectionne les conquêtes féminines et ne s'en cache pas. Son épouse nous dit, je sais qu'il a plein de maîtresses, au départ ça me travaillait, mais maintenant je m'en fous. Jackie a du succès avec les femmes, mais il ne semble pas les maltraiter. Jacques Maire n'a jamais été violent avec les femmes, en tout cas il n'y a aucun exemple. Pire, sa première femme va le tromper avec son père. Il l'apprend. Alors là, s'il avait vraiment une raison objective de corriger une femme, peut-être aurait-il pu prendre celle-ci. Toujours est-il que sa seule réaction est une réaction, vous l'avouerez, normale. Eh bien, il l'a quittée. Aucune des conquêtes de Jacques Maire n'est venue se plaindre à la police. Le commandant Massel retrouve juste une ancienne maîtresse qui parle d'une gifle très appuyée. Mais le policier est convaincu que tout peut basculer si une femme lui tient tête. C'est-à-dire que si elle écoule Raoul, il n'y a aucun problème, tout se passe bien. Et c'est seulement à partir du moment où il avait fait une fixation sur une fille qui refusait que ça devait le travailler. On sait qu'Odile Busset résistait depuis 2 mois aux avances de Jacques Maire. C'est ce qui a pu arriver aussi à Nelly Aderer. Il n'aimait pas qu'on lui résiste et il aimait les femmes. À partir du moment où on sait que Nelly Aderer, qui n'était pas partie pour avoir une aventure, mais qui était partie pour voir son frère Fabien afin de trouver un point de chute, s'il l'a rencontrée, qu'il lui a fait des propositions qu'elle a refusées, ou même qu'elle l'ait injuriée, parce que d'après Michel Miclot, elle était capable d'injurier quelqu'un, à partir du moment, tout a pu dégénérer. Jacques Maire est libre, mais l'enquête continue concernant la disparition d'Odile Busset et l'assassinat de Nelly Aderer. À ce stade de l'enquête, rien ne permet de relier Jacques Maire à la disparition de Sandrine Ferry et il n'est pas mis en examen dans ce dossier. On est 12 ans après le meurtre de Nelly et un témoin, une femme, va enfin parler. C'est Mohamed Toukali qui un jour recueille un témoignage inédit. Viviane Barbelin, une habitante de Dombasle, lui raconte avoir vu Jacques Maire au volant de sa GS attendre Nelly Aderer la nuit du crime. À l'époque, cette femme en avait même parlé à son mari. Il lui a dit, ferme ta gueule, c'est Jacques Maire. Il habite en face de chez nous, donc faut pas en parler. Alors Viviane n'a rien dit à la police et s'est tue pendant des années. Mais maintenant, elle est prête à parler. Elle a divorcé. Est-elle crédible? Pour le savoir, Mohamed Toukali rend visite à son ex-mari. Il confirme mot pour mot le témoignage de Viviane. Il prévient immédiatement la police. J'appelle Marcel, j'organise le rendez-vous, et là, elle raconte sa version des faits. Ce soir-là, Viviane Barbelin rendait visite à sa sœur Sylviane, qui habite rue Privée. Toutes les deux ont vu Nelly Aderer, qui attendait son frère, dans l'escalier. Et quand à minuit, Nelly est sortie de l'immeuble, Viviane s'est précipitée à la fenêtre pour savoir avec qui elle partait. Et elle a vu la voiture, une GS blanche, et son conducteur. Donc le véhicule était arrêté ici, Jacques Maire était ici, par la portière. Et la porte ici s'est ouverte. La lumière du couloir a allumé le visage de Jacques Maire. Viviane, qui se trouvait chez sa sœur, a regardé par cette fenêtre là-haut, qui est entrouverte actuellement au premier étage, et a vu ici Jacques Maire qui sortait la fenêtre la tête par la fenêtre pour la regarder. Viviane Barbelin raconte tout cela au commandant Massel en janvier 99. Les policiers ont enfin le témoignage qu'ils attendaient.
Quelques jours plus tard, Jacquemer est à nouveau arrêté et placé en garde à vue. Mais une fois de plus, il n'en tire rien. C'est une technique de voyou, sans doute. La technique qui consiste à dire, moi je dis rien, s'ils ont rien, ils ne feront rien. Alors, ils vont me faire croire que, puis c'est pas vrai, donc si je parle, ils vont me... Voilà. Donc la technique de Jacquemer, il dit rien. Jacquemer est mis en examen pour le meurtre de Nelly Aderer et écroué, même s'il nie farouchement. Dans le dossier de Nelly Aderer, le seul élément à charge contre Jacquemer, c'est le témoignage de Viviane Barbelin, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est un témoignage qui également est corroboré par d'autres éléments qu'on avait déjà. Par exemple, sur la désignation de la voiture, les déclarations dès les premiers jours après les faits, je crois que c'était le 3 février 87, le meurtre est du 30 janvier, le signalement du même véhicule avec une partie d'immatriculation par la sœur de ce témoin. Et elle le connaît bien, Jacquemer, Madame Barbelin? Non, à ce qu'elle dit, elle le connaît peu. Alors, c'est un milieu où tout le monde se connaît parce que c'est une petite ville. Les domiciles sont assez proches. Elle n'a pas pu se tromper? Elle n'a pas pu se tromper, c'est certain. Il y a des témoignages qui ont des parfums de vérité, puis d'autres qui font douter. Celui-là, pour vous, il a le parfum de la vérité? De la manière dont elle énonce les choses? Celui-là, il n'a absolument rien de douteux, et d'autant moins que c'est quelqu'un qui, pendant des années, s'est tu. Et pourquoi, donc, il ne l'a pas dit à la légère. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas parlé plus tôt? Alors, beaucoup de témoins invoquent la peur ou la volonté d'être tranquille. Vous décidez de confronter Jacquemer à Madame Barbelin, comment ça se passe? Alors ça se passe de manière tout à fait claire, de part et d'autre d'ailleurs. Elle sera tout à fait affirmative dans la confirmation des éléments qu'elle a donnés. Et lui, comment il réagit? Lui sera tout aussi affirmatif également pour contester ce qu'elle dit, en affirmant qu'elle s'est trompée sans doute de personne. Elle lui dit, les yeux dans les yeux, je vous ai vu dans cette voiture. Absolument, oui. Et lui dit, non, je n'y étais pas. Voilà. Le problème, c'est qu'un témoignage, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une preuve matérielle. Alors, ça compte pas pour du beurre, un témoignage dans un dossier d'instruction, mais ça ne vaut pas une preuve sonnante et trébuchante. Vous en avez conscience, hein? Bien sûr. Oui, c'est la difficulté de ces dossiers. Hein. Dans le cas de Nelly Aderer, les policiers ont fait de nombreux prélèvements à l'époque, sur la décharge, des vêtements notamment, éparpillés autour du cadavre, et placés sous scellé. On va peut-être retrouver des empreintes. Nouveau coup de théâtre dans ce dossier. Quelque chose qui, encore une fois, me sidère et me navre, mais alors considérablement. On ne retrouve pas les scellés. Où sont passés les vêtements de la victime? Où est le couteau ensanglanté? Ça semble incroyable, mais ils sont introuvables, égarés. Or, le juge et les policiers ont besoin de preuves matérielles pour pouvoir asseoir la culpabilité de Mère. Alors, en septembre 99, 12 ans après, ils décident de fouiller la décharge de Saint-Nicolas-de-Port, là où on avait retrouvé le corps. 12 ans après, les lieux ont beaucoup changé. Il faut creuser profondément. Ces fouilles sont un pari fou. Travail de colosse. C'est un peu désespéré, c'est un peu fou comme démarche de penser que dans cette décharge qui a été brassée, qui a été recouverte de terre. Personnellement, j'ai passé presque 10 jours avec les bottes à regarder tous les godets. On a fait, je crois, entre 800 et 900 mètres carrés sur 6 mètres de profondeur. Les enquêteurs cherchent d'abord des indices sur la mort de Nelly Aderer. Mais pas seulement. Si Jacquemer a tué les 3 jeunes femmes, les corps de Sandrine Ferry et d'Odile Busset sont peut-être cachés ici. Et au bout de 2 semaines de fouilles... Ouais, sûr, ça, monsieur Mars. Et ça vous le... Alors, j'y brasse. Voici l'humérus découvert ce matin dans la décharge de Saint-Nicolas-de-Port. Plusieurs ossements humains sont déterrés. Espoir vite déçu. Ils n'ont rien à voir avec les femmes disparues. Il y avait 2-3 ossements qui ont été vite identifiés comme venant d'une fosse commune, parce qu'il y avait de la chaux après, etc. Quoi. Et on a pu... il n'avait rien à faire là, quoi. Je veux dire, mais bon, c'était... Les policiers sont dépités. Ils sont persuadés que Jacquemer est le tueur des 3 femmes. Il leur faut retrouver coûte que coûte les corps de Sandrine Ferry et d'Odile Busset.
Je suis allé dans la forêt, on est allé aux salines, on a fait des recherches partout. On a vidé un bac de décantation avec une entreprise. On a fait énormément de travail pour essayer de trouver un endroit où il aurait pu cacher les corps, puisqu'il ne dit rien. Mais jamais on ne retrouvera les corps des 2 disparus. Monsieur Vaux, vos recherches longues et coûteuses quand même, qui ont consisté à fouiller cette décharge, ont été assez critiquées. Est-ce que franchement il est raisonnable 12 ans après de fouiller une décharge à la recherche d'éléments? Oui, absolument, à mon avis oui, parce que la décharge n'existait plus. C'est pour ça que les fouilles ont été importantes en moyens développés, mais les couches de l'époque étaient les mêmes, les strates de dépôt, ce qui fait qu'il était possible de localiser et dans l'espace et dans le temps, par les différentes couches, ce qui pouvait remonter notamment à l'époque du meurtre de Nelly Aderer. On est quand même toujours étonné dans cette affaire, la disproportion entre ce qui ne s'est pas passé pendant 13 ans et ce qui se passe à partir du moment où vous prenez le dossier en main. Comme si vous vouliez rattraper le temps perdu. Je pense d'une certaine manière l'institution judiciaire, elle est également comptable de cela, envers la société, envers les victimes. Oui, absolument. Moi, ma détermination, elle est non pas de trouver un coupable. Encore une fois, c'est pas mon objectif. Moi, je fais preuve de prudence et de neutralité parce que c'est une obligation. Mais qu'au moins une réponse, même si elle n'aboutit pas à l'élucidation, soit donnée aux familles de ces jeunes filles. Bon, finalement, vous n'avez rien, quoi. Rien de probant contre lui. Et il va droit vers une libération. Quand on fait fouiller 5000 mètres cubes de décharge publique et que quelque temps après on est obligé de relâcher celui qu'on pensait faire plonger, on doit quand même avoir une sacrée déception. Non, vraiment, non. Non, l'objectif du juge d'instruction n'est pas d'avoir une tête. N'est pas d'avoir une tête. C'est de rassembler le maximum d'éléments. S'il n'élucide pas, il n'y a pas d'obligation de résultat. Jacques Maire sort de prison en décembre 99, après 10 mois de détention préventive. À part le témoignage de Viviane Barbelin, les enquêteurs n'ont rien trouvé d'autre pour l'impliquer dans le meurtre de Nelly Aderer. Une fois de plus, cette remise en liberté choque les familles des victimes. On l'arrête, on est soulagé qu'il soit arrêté, et puis peu de temps après, on le libère. On se dit, on a un peu de mal à avoir confiance en la justice. Après, on se dit, c'est pas normal, quoi. Notre sœur, nous, elle est jamais revenue. Elle a été définitivement, elle a disparu. Elle a jamais été libérée. En mai 2000, le juge Vouault boucle son instruction sur le meurtre de Nelly Aderer. Mais pour la chambre d'accusation, ça n'est pas suffisant pour envoyer Maire devant les assises. Elle demande d'organiser une reconstitution de la nuit du crime. Fin février 2001, Jacques Maire est présent avec ses avocats, rue Privée. Cette reconstitution est un moment fort. Pour la première fois, les proches de Nelly Aderer se retrouvent face à Jacques Maire. Il n'a pas osé nous parler, mais il s'approchait de nous. Il nous narguait un peu, quoi, à mon avis. Jacques Maire paraît très détaché. Il se prête à la reconstitution sans protester. On lui dit de s'asseoir dans la voiture, il s'assoit dans la voiture, on lui dit de dépasser la tête, il dépasse la tête. Jacques Maire est un gars docile avec la police. Rien n'a été laissé au hasard. On a attendu des mois pour avoir des conditions climatiques identiques. Et une GS semblable à celle de Jacques Maire a été réquisitionnée. On a mis la plaque d'immatriculation de Jacques Maire sur la voiture parce que Viviane avait aussi vu qu'il y avait un 88 sur la plaque. Et nous avons donc mis Jacques Maire au volant de la voiture. À l'heure dite, la lumière s'allume dans le couloir. Jacques Maire est au volant. Il se penche à la portière. Je me souviens précisément de l'éclairage de cette scène et de la manière dont j'ai vu, comme les autres témoins l'ont vu, comme Viviane l'avait dit, Jacques Maire, en janvier 1987. Les avocats de Jacques Maire constatent eux aussi que du premier étage, on reconnaît leur client. Il ne faut pas être bien malin pour dire je regarde par la fenêtre, je vois quelqu'un dans la rue, et si on fait une reconstitution, on va se placer derrière la vitre et on va voir effectivement quelqu'un dans la rue. Donc, faire une reconstitution pour arriver à cette démonstration, je crois qu'on aurait pu s'en priver. La suite de la soirée est consacrée au chronométrage des différents trajets possibles de Jacques Maire. A-t-il eu le temps de commettre le crime avant de rentrer dormir, puisqu'il affirme être rentré chez lui vers 22h30. Sauf que sa femme, finalement, admet qu'il est rentré beaucoup plus tard. Elle estime que c'est entre minuit et 1h30, mais sur 1h30, puisqu'elle l'a vu
dans le lit. Elle s'est réveillée, elle voit à 1h30 Jacquemer à côté d'elle. Elle l'a entendu marcher dans l'appartement avant 1h30, mais elle ne sait pas à quelle heure. Elle est certaine d'une chose. Jacquemer était couché à ses côtés à 1h30. On se souvient que Nelly Aderer quitte la rue Privée à minuit. Donc on est sur quelque chose qui est au minimum, grand minimum, et encore vraiment en retenant les temps les plus courts, on est sur 1h30 pour faire le sale travail, va-t-on dire, qui est d'enlever Nelly, qui est de la tuer, qui est de la déshabiller et de la dépecer. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas, ça ne rentre pas dedans, parce que, encore une fois, on ne comprend pas comment il aurait fait pour faire aussi vite, dans un moment complètement de folie meurtrière. Mais pour les policiers, ça tient. Il ne faut que quelques minutes pour aller du centre de Dombasle jusqu'à la décharge. À la fin de la reconstitution, les proches de Nelly Aderer ont leur conviction. Donc les temps étaient chronométrés, on est monté dans le bus et tout, donc à mon avis, c'était lui. Le témoignage de Viviane Barbelin est renforcé par la reconstitution, mais il manque toujours un élément matériel pour confondre Jacquemer. Et un lundi de Pâques, un fonctionnaire de la cité judiciaire qui fait son métier à fond, j'imagine, cherche partout dans le local aux scellés et retrouve la fameuse boîte contenant les scellés. Mais on a perdu encore quelques bons mois. Des expertises sont réalisées sur les vêtements et sur le couteau, mais elles ne donnent rien. Pas une empreinte digitale, pas une trace ADN. Il faut se rendre à l'évidence. Dans le meurtre de Nelly Aderer, comme dans la disparition d'Odile Busset, l'accusation contre Jacquemer ne tiendra que sur des témoignages. Quant à la disparition de Sandrine Ferry, les policiers n'ont même pas trouvé de témoins. Là, tout s'arrête. Un non-lieu est prononcé. Je suis très déçue pour Madame Remac. Je suis très déçue parce que, comme j'ai accompagné cette femme pendant des années, j'avais espoir de lui apporter un apaisement par une solution de cet énorme et affreux point d'interrogation qui reste en elle. On n'a rien pour faire son deuil. On n'a pas de corps, on n'a pas de tombe pour se recueillir, on n'a rien. Donc on ne peut pas le faire, son deuil. Donc on vit avec ça. On vit avec ça sans arrêt. Toujours elle est présente là, puis là. Quelles sont vos conclusions au bout de tous ces longs mois d'enquête et toute cette énergie dépensée pour arriver à la vérité? Alors, moi, au stade de l'issue de l'instruction, je considère qu'il y a ces charges en matière de meurtre pour Nelly Aderer. Il aurait tué Nelly Aderer, en tout cas, il y a des éléments qui permettent de le penser. Il y a des éléments qui permettent de le penser dans la mesure où il a été vu le dernier en train de la monter dans sa voiture. Dans le dossier Odile Busset, le scénario est un peu le même finalement, puisque les éléments recueillis sont qu'elle aurait monté dans sa voiture également la dernière fois où on l'a vue, la nuit de sa disparition. En revanche, dans le dossier de Sandrine Ferry, je le clôture par un non-lieu parce qu'on ne l'a pas élucidé. Vous n'avez pas d'éléments qui permettent d'impliquer Jacquemer dans la disparition de Sandrine Ferry? Alors, ni Jacquemer, ni quiconque d'autre. D'autres? Oui. Vous pensez que c'est un dossier solide, bien ficelé, qui part devant la cour d'assises? Des dossiers qualifiés de solides sont souvent les dossiers sur lesquels on pense qu'il est important d'avoir des aveux. Moi, ce n'est pas ma conception des choses. Donc, c'est difficile à dire. Maintenant, c'est un dossier, notamment, je pense au dossier d'Odile Busset, qui a démarré avec énormément de retard. Donc, on ne peut pas non plus faire l'impossible. Moi, je considère avoir fait de mon mieux, avec un tel handicap au départ, pour essayer de reconstituer ce qui avait pu se passer pour toutes ces jeunes filles. C'est un procès très attendu qui s'est donc ouvert ce matin à Nancy. Jacquemer comparaît devant les assises de Meurthe-et-Moselle pour le meurtre de Nelly Aderer et la disparition d'Odile Busset, deux affaires qui remontent à une vingtaine d'années. Le 15 novembre 2004, Jacquemer arrive libre dans la salle d'audience de la cour d'assises. Il risque gros. S'il est reconnu coupable, il peut repartir menotté, condamné à 30 ans de prison. Et pourtant, quand l'accusé s'installe dans le box, il ne paraît pas inquiet. J'ai confiance en la justice, de toute façon. Ça, puis je continuerai. Il faut. On va bien voir. Face à lui, les familles Busset et Aderer, assises au premier rang.
Elles attendent beaucoup de ces 2 semaines de débat. Que la vérité soit faite, qu'on sache au moins qui est devenue ma fille. Parce que vraiment, depuis 21 ans, ça fait... c'est long. Elle nous manque beaucoup. La vérité peut-elle surgir aussi longtemps après les crimes? 21 ans après la disparition d'Odile Busset et 17 ans après le meurtre de Nelly Aderer. Le temps écoulé est l'obstacle principal de ce procès. J'ignore totalement ce que vont dire les témoins qui sont appelés, tant d'années après les faits, tant d'années après que leur témoignage ait été recueilli. Est-ce qu'ils se souviendront? Est-ce qu'ils voudront se souvenir ou est-ce qu'ils voudront dire la vérité? 21 ans plus tard, en tout cas, l'accusé a bien changé. Ah, il est bien loin, le caïd de Dombasle. C'est comme un loup dont on aurait rogné les dents. C'est un quinquagénaire qui n'a pas l'air en très bonne santé et qui est pas... c'est pas une brute épaisse, c'est pas une force de la nature. Il a changé, il a vieilli. Mais pour les familles des victimes, Jacques Maire n'est pas un quinquagénaire inoffensif. Elles ont la conviction qu'il est le coupable. Elles supportent mal de le voir libre et détendu. Il va, il vient, comme ça, au milieu de nous. Il nous regarde, il nous observe, il sourit. Il n'est pas menotté, à la limite, quelqu'un qui rentre dans le tribunal ne sait pas que c'est lui l'accusé. Plus de 50 personnes sont appelées à témoigner à la barre. Dans les 2 affaires, tout repose sur les témoins. Le jour du procès, il y a une invitée inattendue dans un prétoire de cour d'assises, c'est la peur. Il y a eu des moments très lourds au moment de l'audience quand certains témoins n'ont pas osé le regarder et répondant aux questions qui leur étaient posées, donnaient le minimum d'explications parce qu'on sentait la chape de plomb de la présence de Maire, qui était à quelques mètres d'eux, oui. Les témoins font un portrait plus nuancé de l'accusé. Certes, Maire était un bagarreur, mais finalement, pas bien méchant. Moi, ça m'étonne pas du tout. Ça, au contraire, ça ne fait que confirmer ce que je ressens et ce qu'on dit dans le dossier, à savoir que c'est un garçon qui est précisément connu pour sa violence et qui avait à l'époque, c'est ce que l'on a dit, installé une forme de terreur autour de lui. Et moi, j'en tire l'élément que même à sa place d'accusé, il dispose encore d'une espèce d'influence, sans doute, qui peut impressionner peut-être un certain nombre de témoins. Le côté séducteur de Jacques Maire est assez flagrant quand on aborde le cas d'Odile Busset. Jacques Maire ne nie pas qu'il était sensible à son charme, comme à celui de nombreuses femmes. Il me dit, sur un ton assez sérieux, mais dans des circonstances tellement déplacées, qu'effectivement elle lui plaisait, mais moi aussi je lui plais. Ça me fait personnellement pas du tout rire, mais je me dis à quel point cet homme a une distanciation vis-à-vis des faits et à quel point il a toujours une certaine superbe. Dans l'affaire Busset, la principale accusatrice s'appelle Akima. À 4 reprises devant les policiers, elle a dit avoir vu Odile Busset monter dans la voiture de Jacques Maire avant de disparaître. Puis elle s'est rétractée devant le juge d'instruction. Son témoignage à la barre est capital. Quand Akima vient dans l'enceinte de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en 2004, c'est du grand spectacle. C'est du grand spectacle et tout le monde a la mâchoire qui se décroche. On n'y croit pas. On n'y croit pas. On a une femme qui se dit voyante, qui dit avoir donc des visions entourées de chouettes. Ses propos sont incompréhensibles au départ. Elle nous indique qu'on ne peut pas la croire. On veut bien l'admettre, et très, très simplement. Et puis, interrogée, elle va expliquer ce qu'elle avait déjà déclaré, les pressions des policiers, pourquoi elle dit qu'elle avait vu Jacques Maire, pourquoi elle revient sur ses dépositions. J'ai dit que c'était Jackie par hasard, affirme maintenant Akima. Et j'ai parlé d'une voiture orange parce que j'aime les oranges. Il y a ce sentiment de malaise, mais malaise général, c'est pas un malaise de l'accusation, c'est pas un malaise de la défense, c'est un malaise véritablement général, où on se dit, bah voilà, la pierre angulaire de l'accusation, c'est ce témoin. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui est quand même très surprenant, je veux dire, dans un procès où il y a quand même 2 crimes qui sont évoqués, le témoin, donc, exonère
l'accusé de sa responsabilité. À la fin de son témoignage, je lui dis « Au revoir Jackie, à bientôt ». À bientôt, ce qui veut dire on va se revoir. Ce qui veut dire, comme on va se revoir, peut-être que je témoigne comme tu voudrais bien. Le témoin principal du meurtre de Nelly Aderer arrive encadré par 2 gendarmes. Le président a dû envoyer les forces de l'ordre pour obliger Viviane Barbelin à venir à la barre, car elle dit avoir été menacée à plusieurs reprises. Elle maintient avoir vu Jacques Maire au volant de sa GS attendre Nelly Aderer la nuit du crime. Maintenant, lorsqu'on entend les autres membres de sa famille et des proches, et même une enquêtrice de personnalité, tout le monde va dans le même sens. Viviane Barbelin est une menteuse, c'est dépeint de façon unanime, et elle aime attirer l'attention sur elle. Oui, ça pose problème, forcément, dans la mesure où, de toute façon, c'est un témoignage unique, d'une part, et d'autre part, ça ne peut, de mon point de vue en tout cas, qu'impressionner le jury, forcément. Après 8 jours d'audience, la confusion est totale. Ni la défense, ni l'accusation ne sont parvenus à emporter la partie. Il ne faut pas compter sur les explications de Jacques Maire pour éclaircir les débats. Ses réponses sont lapidaires. C'est toujours du niveau de la dénégation. Oh ben je me souviens pas. Oh ben de toute façon, oui, je vois un tel, oui, effectivement, on peut rien en tirer de cette de ces réponses. On ne peut pas tirer véritablement de conclusion. À la veille du réquisitoire, la défense joue une dernière carte, celle du tueur en série Francis Holm. Cette arrivée attise la curiosité des médias et du public. Le procès fait ça le comble. Un des avocats de Jacques Maire était l'avocate à l'époque de Francis Holm. Donc on l'a invité à faire cette petite promenade. Évidemment, il n'a rien dit. Francis Holm, il n'avait rien à dire. Ça a duré 5 minutes. Il est reparti. C'était une manœuvre de diversion. À l'issue du procès, l'avocat général Lucaso plaide que Jacques Maire est coupable dans les 2 dossiers. Dans son réquisitoire, il admet l'absence de preuves irréfutables. Mais des témoignages cohérents et concordants, selon lui, prouve que Maire est la dernière personne à avoir vu les victimes. Cela dit, il ne réclame pas le maximum, car il faut tenir compte de l'ancienneté des crimes. Donc, je me dis, il faut peut-être introduire à ce niveau-là une part, qui n'est pas une part de doute, mais une part de rétribution à l'accusé, disant, il y a ces faits gravissimes sur lui, mais il y a ce contexte qui est lié au temps et qui est lié à la situation personnelle de cet accusé. Et je limite mes réquisitions à 20 ans. Le lendemain du jour du verdict, Jacques Maire découvre sur le trottoir du palais de justice cette inscription anonyme. Odile plus Nelly égale 30 ans. Manière spectaculaire de dénoncer des réquisitions jugées trop clémentes. Et puis il y a le prénom de Sandrine Ferry avec un point d'interrogation. Un hommage à la jeune fille dont la disparition reste un mystère. J'évite de marcher sur ces lettres parce que symboliquement, c'est quelque part aussi cette jeune fille qui est présente. Et sa mort qui n'est pas résolue. Et là, quand je l'ai vue à la télé, puisque je regardais les infos, donc quand je l'ai vue à la télé, là, ça m'a fait du bien. Parce que je me suis dit, je ne connais pas la personne à ce moment-là qui écrit ces articles, qui écrit ses prénoms, mais il a pensé à ma fille. C'est vous qui avez écrit sur le sol, devant le palais de justice? Oui. J'ai marqué Odile plus Nelly égale 30 ans. Et j'ai marqué Sandrine, un point d'interrogation. Parce qu'il y a une autre affaire qui est pas claire non plus. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce que moi, 15 ans, c'était pas beaucoup pour 2 meurtres. 15 ans, c'est pas payé pour 2 meurtres. Même 20 ans, c'est pas payé. Et nous, il nous a gâché notre vie. Vous le croisez dans la cour d'assises? Oui. À quelles occasions? Aux toilettes, à la machine à café. Partout, il était libre. Il vous défie du regard? Vous le défiez du regard? C'est sûr qu'on se regarde... C'est sûr qu'on se regarde méchamment, mais... Moi, vous savez, à l'époque, même encore maintenant, il se passe pas 2 nuits sans que je pense à lui. Il m'a quand même brisé ma vie. Au procès, vous allez finir par craquer.
Vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait au procès, ce que vous avez dit au procès? Pendant le procès, j'ai pris 2 balles que j'ai lancées au pied de Jacques Maire. Des balles de quoi? De 22 longs rifles? Non, des balles de 7,65. Que vous aviez chez vous? Oui. Et vous avez fait quoi? Vous l'avez jeté à la figure? Je montais les escaliers, il était à la machine à café. J'ai appelé 2-3 fois, j'ai dit Maire, Maire, puis je lui ai balancé ça au pied pour lui faire peur, pour qu'il sorte de ses gonds et qu'on voie le vrai Maire. J'ai lancé mes 2 balles et je suis parti. Je savais que l'affaire était loupée. La cour. Après plus de 4 heures de délibéré, les magistrats et les jurés reviennent avec le verdict. Jacques Maire, innocent ou coupable? La décision tombe et c'est la surprise. J'étais persuadée qu'il allait être condamné. Plus pour nous que pour l'affaire Busset. Et après, lors du verdict, là, c'est l'incompréhension totale. Jacques Maire est acquitté du meurtre de Nelly Aderer, mais condamné à 15 ans pour la disparition d'Odile Busset. Personne ne comprend. C'est-à-dire, à partir du moment où on entend oui pour les premières questions, c'est-à-dire l'enlèvement et séquestration, je suis convaincu que Jacques Maire va être condamné pour le meurtre de Nelly Aderer. Et lorsqu'on entend non, sincèrement, je suis pris de doute. Je ne sais plus à quelle question il s'agit. Et là, il y a un moment de flottement, mais qui est palpable pour tout le monde. Incrédule à l'énoncé du verdict, Jacques Maire s'entretient avec ses avocats. Au même moment, la fille de Nelly Aderer s'effondre en pleurs, car il est acquitté pour le meurtre de sa mère. Il y avait tellement de choses qui disaient que c'était lui. Non, c'est pas juste qu'il soit libre pour nous et enfermé juste pour Busset. Même le procureur a dit qu'il était convaincu de sa culpabilité. Je vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère. C'est pas normal, ça fait presque 18 ans qu'on attend ça, qu'il y a plein de choses qui disent que c'est lui et maintenant ils disent non. Non, j'admets pas, moi. Non, je veux pas l'admettre. Seule la famille d'Odile Busset est soulagée. Oui, je suis contente. 15 ans, bon, tant pis. J'aurais préféré plus, mais enfin, le principal, il est condamné. L'accusé reste impassible à l'énoncé du verdict. Je commettrai un meurtre, je serai innocent. J'entends un verdict de condamnation de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je crierai, mais je suis innocent, c'est une erreur judiciaire, je suis innocent. Or, il ne réagit pas, il se laisse entraîner par les policiers, il ne réagit pas. Jacques Maire est emmené à la prison de Nancy, sans dire un mot, sans protester. On sait déjà qu'il y aura un deuxième procès, en appel. Liliane Glock, vous êtes l'autre avocat de Jacques Maire. Donc une fois le verdict rendu, vous décidez de faire appel. C'est risqué de faire appel parce qu'il peut prendre plus et parce qu'il peut aussi être condamné en appel pour le meurtre de Nelly Aderer. Vous assumez ce risque à ce moment-là? Oui, c'est tout à fait vrai qu'il y a un risque. Hein, ça, vous énoncez les règles qui régissent la matière. Mais ce que je dois dire et qui est à mon avis significatif, c'est que nous n'avons pas eu une seconde d'hésitation avant de décider de faire appel. C'était clair et net. Alors 4 mois après la condamnation de Jacques Maire et dans l'attente de l'appel, vous obtenez quelque chose d'assez rare, sa mise en liberté dans l'attente du procès en appel. C'est pas évident d'obtenir ça. Non, c'est pas évident et je pense aussi que c'est significatif. Et je crois qu'il faut dire que c'est la 3e fois où il est mis en liberté. Il est incarcéré une première fois pendant l'instruction, il est mis en liberté. Il est incarcéré une 2e fois pendant l'instruction, il est mis en liberté. Il est acquitté et condamné, comme a dit la presse, par la cour d'assises de Nancy. Il est incarcéré et il est libéré peu de temps après, parce qu'il est incarcéré à l'automne 2004, sauf erreur de ma part, et il sort en mars 2005. C'est-à-dire que inlassablement la justice, certes, l'incarcère, mais le libère. Vous trouvez ça logique, vous? Parce que quand même, il vient d'être condamné par un jury d'assises pour l'enlèvement d'une femme qu'on n'a jamais retrouvée, et le voilà libre. C'est juridique, mais je suis bien d'accord pour dire que ça n'est pas logique.
Et je pense pour ma part qu'on n'avait pas à l'incarcérer toutes ces 3 fois où il a été incarcéré. Je pense qu'il aurait été d'une bonne administration de la justice de ne pas l'incarcérer, de le laisser libre. Et j'avoue que pour ma part, le renvoi devant les assises, c'est déjà quelque chose de discutable. 2 ans après le procès de Nancy, Jacques Maire se retrouve en octobre 2006 devant la cour d'assises des Vosges, à Épinal. Il va être rejugé pour le meurtre de Nelly Aderer et la disparition d'Odile Busset. Et une fois de plus, il est libre. Pour lui, c'est le procès de la dernière chance. Et tout de suite, ses avocats décident de frapper fort. Ils demandent la récusation de la présidente car elle est mariée à un subordonné de l'avocat général Gilles Lecazeux. Le fondement de cette récusation, elle me choque profondément parce que on met en cause une impartialité et une objectivité de magistrat du fait d'un lien personnel, mais qui n'a rien à voir avec le dossier. Du coup, le procès est interrompu pendant 5 heures, le temps pour les avocats de Maire de se rendre à la cour d'appel de Nancy et d'y déposer leur requête. Finalement, leur demande de récusation est rejetée. Je sens dans cette demande de récusation la manœuvre consistant à déstabiliser pour empêcher que le procès ne se déroule. Et à mon avis, ça n'a pas dû passer trop bien au sein des jurys. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'aurais commencé à détester la défense à ce niveau-là. Donc, à mon avis, ils ont mal joué à ce niveau-là déjà. Le ton de l'audience est donné. La défense jouera l'affrontement. Le lendemain, le procès débute avec l'audition des policiers enquêteurs. Et la stupeur. Le premier policier tient des propos incompréhensibles. Alors il nous parlait de cercles concentriques, comme quand on jette un caillou dans l'eau. C'est comme ça qu'il a expliqué sa façon de travailler. C'était tellement léger que c'était pas crédible. Les journalistes sont consternés. La déposition est navrante. Et puis à la sortie, on se dit, voilà, c'est plié. Enfin, on ne peut pas condamner un homme d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui. À la barre, le commandant Massel est plus convaincant que son collègue. Mais les avocats l'attaquent très violemment. Jacques Maire serait la victime d'un complot policier. Je n'ai aucune haine contre lui. Pourquoi aller chercher Jacques Maire? C'est simplement parce qu'à un moment donné, on me dit c'est Jacques Maire qui a été vu. Alors, venir dire que la police a monté un chantier contre Jacques Maire, on aurait mis du temps pour dire, bah tiens, on va monter un chantier. Le dossier était déjà épais comme ça, que Jacques Maire n'était pratiquement encore pas dedans. Je dis, c'est pas possible, ça. Alors c'est sûr qu'on le prend mal. On le prend mal parce que c'est... je trouve ça dégueulasse, quoi. Ensuite, ce sont les témoins clés qui passent sur le grill. Et Akima, témoin de la disparition d'Odile Busset, jette le trouble. Elle commence par dire qu'elle a vu la jeune femme partir avec Jacques Maire avant d'ajouter « J'ai tout inventé ». Au nom de Madame Busset, je me suis levé à l'issue de son audition pour lui demander, d'en conjurer de dire la vérité, au moins pour Madame Busset. Et cet appel, qui se voulait pathétique, en tous les cas qui je le pense l'était, n'a pas eu d'écho. Là, c'est vrai que je comprends plus rien, quoi. Enfin, on nous promet des témoins qui effectivement vont faire avancer l'affaire. Les témoins se contredisent, reviennent sur ce qu'ils ont dit. Enfin bon. Au bout d'une semaine d'audience, la partie semble gagner pour Jacques Maire. La presse ne voit aucune charge solide contre lui. Elle prédit déjà un double acquittement. Vient le témoignage de Viviane Barbelin, principal témoin à charge dans l'affaire du meurtre de Nelly Aderer. Cette fois, elle se rebiffe. Elle tient tête à Jacques Maire. Elle est différente, elle vient d'elle-même. Et c'est comme si sa peur s'était envolée. Elle a plus peur. Elle dit, moi je fais pas ça pour accuser Jacques Maire du meurtre de Nelly Aderer. Elle dit simplement parce qu'on me demande ce que j'ai vu ce soir-là. Et ce soir-là, j'ai vu Nelly monter dans la voiture avec Jacques Maire. La défense ne désarme pas. Comme à Nancy, elle fait venir Francis Holm à l'audience. Ensuite, les avocats de Maire jettent la suspicion sur un braconnier, puis sur un chauffeur de taxi de Dombasle. Les observateurs vous trouvent agressive. J'ai défendu mon client. Et je l'ai défendu notamment contre la présidente. Ce que j'étais bien obligée de faire. La défense n'avait pas d'espace pour s'exprimer. Toutes nos demandes étaient rejetées, même les plus légitimes. Prenons par exemple notre demande de faire enregistrer le procès.
C'est un droit. Ces affaires remontent quand même à 1983 et 1987. Nous avions donc un intérêt évident à faire enregistrer les témoignages de personnes qui peuvent malheureusement disparaître. Le temps passe. Ça nous a été refusé. Tout nous a été refusé à l'occasion de ce procès. Alors pourquoi est-ce que vous décidez, pour la défense de Jacques Maire, de faire venir à l'audience Francis Holm, le tueur en série, qui n'avait rien à dire? Il n'avait rien à dire, ça c'est une chose. Francis Holm appartient à la procédure, puisqu'il a été à une époque soupçonné du meurtre de Nelly Aderer. Il a été établi qu'il travaillait dans un endroit tout à fait proche, de mémoire, je ne sais plus, quelques kilomètres. À la même époque, il travaillait sur un chantier. Non seulement il a été entendu par la police, mais on a fait des recherches ADN, etc. Donc je veux dire, Francis Holm a été mis en cause dans cette procédure. Pardonnez-moi, maître, mais c'est un peu bizarre d'utiliser un de ses clients, puisque vous êtes aussi l'avocate de Francis Holm, pour innocenter un autre de vos clients qui est Jacques Maire. Là, franchement, je ne vois pas le problème. Il est impliqué dans cette affaire, il est blanchi, et ça sert à montrer qu'il y avait tout un tas d'autres pistes et qu'on s'est focalisé exclusivement sur la piste Jacques Maire, si tant est que ce soit réellement une piste. Mais les avocats de Jacques Maire font chou blanc. Comme à Nancy, l'avocat général réclame 20 ans de prison contre Maire. Et cette fois, le jury le suit à la lettre. L'accusé est reconnu coupable des 2 crimes et condamné à 20 ans de réclusion. C'est la stupéfaction. Il y a un léger... on entend l'exclamation et puis rien. Je regarde Jacques Maire, il se tasse sur sa chaise, il bouge pas. Là, par contre, c'est la seule fois où il a plus son sourire. C'est la seule fois. Et en revanche, c'est son fils qui hurle dans le tribunal. Son fils et sa belle-fille. Les avocats de Jacques Maire sont effondrés. Ils crient à l'erreur judiciaire. Contraste, Jacques Maire reste impassible. Il se laisse menotter, il se laisse embarquer, il se laisse... il dit rien. Il embrasse sa femme. Et un peu comme s'il s'y attendait. C'est vrai, on est soulagé d'un côté, mais d'un autre côté, on n'en sait pas plus. On aurait aimé quand même que le procès puisse faire ressortir des choses, faire parler des gens qui à l'époque n'auraient peut-être pas voulu parler pour en savoir un peu plus. C'est simplement un apaisement parce que il n'y a rien à gagner, donc c'est pas une victoire. En appel, Jacques Maire a pris une peine plus lourde qu'en première instance, 20 ans au lieu de 15. Alors qu'il part en prison, il doit avoir quelques regrets, et ses avocats aussi. Comme toujours, ou comme souvent, pour la forme, le condamné se pourvoit en cassation, au cas où il y aurait dans le volumineux dossier et dans le déroulé du procès une erreur de procédure. Et là, surprise, énorme surprise, 1 an après, septembre 2007, la Cour de cassation trouve effectivement 32 pages du dossier qui n'ont pas été correctement signées par la greffière de la Cour d'assises. La condamnation est donc cassée. Tout redémarre à zéro. 24 ans après, il va falloir rejuger Jacques Maire et en attendant, on le libère. 6 octobre 2008, c'est donc en homme libre que Jacques Maire se présente pour la 3e fois devant une cour d'assises. Le procès a lieu à Metz, il doit durer 2 semaines. Pour les familles des victimes, cette nouvelle audience est un supplice. Dans son box, Jacques Maire semble imperturbable. Il se dit innocent et répète la même version depuis plus de 20 ans, sans varier. À la barre, la confusion règne. 52 témoins défilent, mais le temps a passé et effacé encore les souvenirs. L'audience est laborieuse. Le dossier semble s'amincir de jour en jour. Pourtant, l'avocat général réclame la même peine qu'à Épinal, 20 ans. Moi, personnellement, je suis un peu déçu parce que hier, les réquisitions étaient de 20 ans seulement. Moi, personnellement, pour 2 meurtres, je trouve que c'est pas assez, surtout dans les conditions qu'il les a fait. La famille Aderer est déçue, mais elle n'imagine pas ce qui l'attend à l'annonce du verdict, car la Cour trouve une autre fin au marathon judiciaire de Jacques Maire. Après 11 ans de procédure, elle l'acquitte. Soulagé et heureux, Jacques Maire s'effondre en larmes. Les familles sortent consternées. Pour nous, restera toujours l'assassin de ma mère qui a fait disparaître Odile Busset. Maintenant, là, il est là, il fait le beau, il pleure. Pourquoi il chiale, lui? Il a perdu quoi? Rien.
Maître Liliane Glock, votre client a donc été acquitté au mois d'octobre 2008 alors qu'il avait été condamné à 2 reprises, acquitté à son 3e procès. Qu'est-ce qui a changé? Bien tout simplement parce que la cour d'assises a fonctionné, qu'on avait une présidente qui a laissé l'espace nécessaire à la défense pour s'exprimer, ce qui fait que le cas de Monsieur Maire a pu être envisagé sereinement. Et je suis obligée de dire que lors du précédent procès, évidemment, ça n'était pas ça, et que c'est la raison pour laquelle il a été condamné lourdement, mais enfin, je veux dire, sans avoir pu se défendre, finalement. Non, mais dans les précédents procès, il y avait des témoins qui l'accusaient, avec des faits précis, des horaires. Ils étaient là, ils avaient vu la voiture. Ils ont disparu, ces témoins, au 3e procès? Les témoins, si vous voulez, les témoins, ils sont ce qu'ils sont, mais dès la première audience à Nancy, ils avaient un peu perdu la mémoire. Hein. Ça commençait déjà, les faits remontent à 85, 86, et on sollicite la mémoire de gens qui, finalement, sont comme les autres. Et puis aussi, ils ont porté des accusations dans des conditions particulières. Les faits sont de 83 pour l'affaire Busset, 86 pour l'affaire Aderer. C'est en 95 qu'ils viennent accuser Jacques Maire. C'est quand même... je veux dire... c'est déjà trop tard. Et Jacques Maire, il y croyait? Il croyait que quelque chose était possible? Jacques Maire a toujours cru qu'il serait innocenté. Il faisait confiance à la justice quand il a pris 15 ans à Nancy. Il faisait confiance à la justice quand il a pris 20 ans à Épinal. Et puis, il continuait tout de même à faire confiance à la justice quand il a été acquitté à Metz. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place des familles, des victimes, à qui on a dit l'assassin s'appelle Jacques Maire une fois, l'assassin s'appelle Jacques Maire 2 fois, et à qui on dit pour la 3e fois, puis longtemps après les faits, ah ben non, finalement, c'est plus lui l'assassin, et d'ailleurs on n'en a plus. Moi, je vous cache pas, en tant qu'avocat, je suis contente d'un si bel acquittement, faut pas être hypocrite, mais je pense que ces affaires méritaient une ordonnance de non-lieu. Ça n'aurait jamais dû aller devant la cour d'assises. Jamais. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour renvoyer Jacques Maire devant la cour d'assises. Alors on navigue de procès en procès, on tire à U et à dia, on met la pression aux témoins, je veux dire, mais voilà ce que ça donne. Ça ne donne rien de bon pour personne. Bien entendu que les familles ne sont pas contentes. Bien entendu, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à ces gens-là? Mais moi, mon client est innocent, donc je ne fais pas de concession, il n'y a pas de raison. Jacques Maire, on en est là aujourd'hui. Vous êtes libre aujourd'hui après avoir été condamné 2 fois par la cour d'assises. Vous dites toujours que vous êtes innocent. Alors pourquoi est-ce que vous avez été impliqué dans tout ça au fond? Je peux pas vous dire comment que ça est venu. Beaucoup par des rumeurs, enfin bref. Est-ce que c'est un rapport avec le bonhomme que vous étiez à l'époque, quand vous aviez 25 ans, c'est ça? Oui, c'est cela, oui. Je pense beaucoup, oui. J'étais, je vais pas le nier, j'étais bagarreur, je buvais beaucoup, tous ceux qui étaient dans le café, avec les personnes avec qui je me battais, ils étaient comme moi, hein, c'était pas des saints non plus. Et avec les femmes à l'époque, comment vous étiez? Pour qu'on envisage que vous puissiez en tuer 3? Enfin, en tuer une et en faire disparaître 2? De toute façon, tout au cours de l'instruction, moi, les femmes que j'ai connues et tout, il n'y en a aucune qui a pu dire qu'elle a été maltraitée ou... Moi, j'étais tout jeune à 25 ans. J'ai eu des conquêtes, c'est un fait, mais c'est pas non plus... je n'ai pas eu non plus... je peux les compter sur les mains, c'est tout. Hein, c'est pas non plus... Jacques Maire, vous nous le redites aujourd'hui? Oui. Vous n'avez pas tué Nelly Aderer? Ah, je suis affirmatif. Vous n'avez pas enlevé Sandrine Ferry? Non. Et ni Odile Busset? Non, pas du tout. Je suis innocent aussi. Je n'ai rien à voir dans ces affaires. Non, rien du tout. Jacques Maire peut donc continuer à vivre tranquillement avec sa femme et son fils à Dombasle, près de Nancy. Il est maçon et passionné de pêche à la ligne.